Bon, bah, tout le monde est là, je pense. En tout cas, merci à tous. Ça fait chaud au cœur d'avoir 30 personnes pour ces webinaires-là. Bienvenue à tous à ces webinaires auriculothérapie dédiés au burn-out et à la dépression, des choses qui sont très courantes dans les cabinets, surtout dans les grandes villes. Et ça, ça va faire appel à des points qu'on utilise moins souvent en auriculothérapie, mais vous verrez que même si vous avez fait juste la formation présentielle premier niveau, vous devrez reconnaître les zones sur lesquelles il faut tester et travailler. D'accord? Donc, pendant ces webinaires-là, on va voir d'abord ce que c'est le burn-out et la dépression, un peu pour comprendre ce que nous devons traiter. Ensuite, on va pouvoir trouver des axes de travail par rapport à la définition. Bien évidemment, il y a beaucoup de types de burn-out, plus légers, plus graves. Il y a beaucoup de types de dépression, passagère, chronique, etc. Donc, tout n'est pas pareil, mais vous allez trouver tous les axes de travail importants en tout cas. Et vous verrez qu'avec une cartographie simple de l'oreille, vous aurez trouvé où aller chercher, où aller faire des tests, où aller travailler. Donc, pour le burn-out et pour la dépression, premièrement, comprendre ce que c'est. Deuxièmement, les axes de travail. Et troisièmement, on ira voir des points particuliers que peut-être vous utilisez moins, mais que c'est très, très important à connaître. D'accord? Pour les gens qui sont dans la partie des formations en ligne, ça va faire appel à une petite partie, parce que ces deux cours-là sont très, très bien développés. Et sincèrement, on peut être très fier. On peut être très fier. J'espère que vous allez en profiter parce qu'il y a beaucoup d'informations, de bonnes informations. Et aujourd'hui, vous allez voir un petit aperçu de ce que sont les cours auriculothérapie en ligne sur le système nerveux et sur le système hormonal et bien évidemment un tout petit peu de psycho-émotionnel. D'accord? L'auriculothérapie appliquée au psycho-émotionnel. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous pouvez interrompre si je vous dis que c'est pour après. Vous me poserez la question après à nouveau, d'accord? Si c'est pertinent, je répondrai au moment. Donc, la question de Julien tout au départ, est-ce qu'on peut te poser la question et interrompre? Oui, vous pouvez. Il n'y a aucun problème. Pareil, si vous voulez ajouter un commentaire, si vous voulez dire que vous avez eu un cas, que vous avez fait ci, que vous avez fait ça, c'est sera super. D'accord? Donc, soyez les bienvenus. Ce n'est pas une conférence descendante, c'est plutôt un colloque. Hein? On va tous parler, si vous le souhaitez. Bon, on commence avec le burn-out et la dépression. Et comme je vous dis, on va voir ce que c'est d'abord pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire, comprendre quelles sont les hypothèses, comprendre les axes de travail pour pouvoir aller tester, comme on fait d'habitude. Hein. On fait le bilan, on va tester, on va voir s'il y a des ondes rouges, des ondes blanches, d'autres couleurs, on va voir s'il y a des vaisseaux, etc. D'accord? Déjà, est-ce que vous avez eu devant vous des personnes, ou vous-même, des burn-out ou des dépressions? Ou est-ce que vous avez traité des personnes avec burn-out et dépression en acupuncture ou en auriculothérapie ou autrement? Oui, en acupuncture notamment. Super, d'accord. Du coup, tu vas voir qu'il y a beaucoup de réflexes qui peuvent être les mêmes. Donc, burn-out, c'est quoi? Les symptômes qui sont donnés, je suis allé chercher au Vidal, d'accord? Donc, mais pour un petit peu pour que ça soit structuré. Ah, il y a Florence Augrel, une personne dépressive en auriculothérapie. Ouais, comme elle prenait des antidépresseurs, en fait, son oreille était très peu sensible. J'avais demandé du coup, à Astrid, parce que je m'étais interrogée pourquoi son oreille était vraiment elle réagissait très, 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 très faiblement. Et vous allez voir, il y a un petit peu d'explication dans la maladie elle-même, d'accord? Et puis, il y a aussi l'effet possible de certains types de médicaments qui sont donnés aux personnes en dépression.
et du coup vont un peu calmer toutes les sortes de stimulations, qui vont calmer toutes les stimulations nerveuses, etc. José, j'ai une question. Je ne sais pas si Ouais. tu as mis alors, en fait, je vois rien. Je ne sais pas si tu as mis une diapo en ligne Ah, ou pas encore. ok, ça c'est important. Attendez, je pense que tout simplement j'ai oublié de partager l'écran, tellement je suis lancé dans mon truc. D'accord. C'est bien de me le dire. Voilà, et là, ça va se faire jusqu'à l'infini. Ouais, super. Ah, génial. Vous n'hésitez pas, hein. Heureusement, merci beaucoup. C'est Margot qui m'a prévenu. Merci Margot. Et merci à tous. Donc, on commence par la première étape. Donc, webinaire auriculothérapie, burn-out et dépression. Comme je vous disais, il y a une petite annonce, mais que je laisse un petit peu pour plus tard. Et puis, l'idée, c'est commencer ce petit webinaire avec une définition des burn-out, des dépressions, pour comprendre, voir les symptômes, mais voir également les effets secondaires de la maladie elle-même. Même pas des médicaments, d'accord, qui peuvent ajouter encore des choses qui pourraient être à traiter pour que la personne puisse mieux vivre le fait de prendre sa médication. Hein. Ensuite, on verra les axes de travail par rapport au burn-out et la dépression, qui peut être vu comme une deuxième étape du burn-out ou comme une aggravation du burn-out. Et puis pour la fin, on montrera les points spécifiques qui vont vous rappeler ces points-là des cours sur le système nerveux et sur le système hormonal. D'accord ? Donc burn-out, au niveau des symptômes, qu'est-ce qu'on a trouvé ? C'est un trouble psychique, donc ça vous donne déjà des idées où est-ce qu'on peut aller au niveau de l'oreille. C'est un épuisement professionnel. Donc, dans les mots épuisement, on va trouver également un axe important de travail. Il y a une fatigue intense, c'est important. Un stress chronique, c'est important. Une démotivation, c'est important. Un sentiment d'échec et manque de concentration. Donc, vous voyez, il y a des troubles psychiques, il y a épuisement professionnel, la fatigue, le stress, démotivation. On pourrait rajouter sur les émotions également. Il peut avoir des l'irritation. Voilà, c'est marqué dans les effets secondaires. Hein. Dans les effets secondaires, il y a l'anxiété, irritabilité, de l'isolement. D'accord ? Dans les effets secondaires, il y a des migraines, de l'insomnie, troubles de comportement alimentaire, donc soit en excès, soit en carence. D'accord ? On ne se nourrit pas ou on se nourrit trop. Et des maux de ventre, mal de dos, des infections fréquentes, parce qu'il y a, avec le stress, il y a une baisse de l'immunité. Donc, si je vous dis ça, est-ce que vous aurez déjà des idées sur comment commencer à travailler ? Si quelqu'un veut répondre. Chaîne Chaîne, pourquoi faire ? c'est parce que c'est magique pour tout chaîne. Ouais, c'est clair. Dans tous les plats, il faut mettre chaîne, non ? C'est bien. Oui, il y a chaîne forcément pour le stress. D'accord ? Le stress, le calme d'esprit, c'est quelque chose qui est important. Je dirais l'estomac aussi, parce qu'il y en a beaucoup, des fois, quand ils sont dans un état de stress, ça travaille énormément sur, des fois, le système digestif. Ouais, alors l'estomac, on va le voir, effectivement, il apparaît un petit peu plus tard parmi les points, mais vous verrez, il apparaît avec les noms de certaines cartographies, et c'est toujours le point de l'estomac. Et, par contre, vous allez voir qu'il y a un nom un petit peu différent, très évocateur, qui va dans le sens de ce que Julien nous raconte. Mais si je vous dis que c'est un trouble psychique déjà, quelle zone de l'oreille vous aurez envie de voir et de tester en premier ? La zone endocrinienne. Alors, effectivement, Ou le cerveau. toute la zone de l'antitragus, de la scissure intertragienne et du tragus notamment, et puis la partie de l'hélix qui arrive dans le lobe où on a les différents cortex frontal, etc. À l'arrière de l'antitragus également. Hein, c'est une zone pour le système nerveux central très important. Par rapport à la fatigue, vous aurez envie de faire quoi ? Les surrénales. Les surrénales, ben, c'est magnifique. Ben, en fait, on peut arrêter ici.
Bien évidemment, on va voir au détail, mais effectivement, la première piste, comme ça, un réflexe, paf. Je n'ai pas réfléchi. Qu'est-ce qui me vient à la tête en premier? J'ai la fatigue, les surrénales. D'accord? Après, si on va au détail, on pourrait voir la glande thyroïde. Effectivement, je disais qu'on pouvait couper le webinaire puisque vous avez eu les bons réflexes. Par rapport à la fatigue, la première chose à voir, ce sont les surrénales. Après, on peut aller plus loin, peut-être avec d'autres glandes comme la thyroïde. D'accord? Et question hormonale, forcément, mais tout ce qui est neuro-hormonal. Donc, il y a des neurotransmetteurs comme l'adrénaline, la noradrénaline, la sérotonine, etc. Et il y a forcément des réponses hormonales qui doivent se faire pour vérifier l'état du cortisol pour le stress, etc. Est-ce que cette hormone-là empêche d'autres d'être créées ou de s'exprimer? D'accord? Mais vous avez eu des bons réflexes déjà. Par rapport au burn-out, que ce soit les symptômes ou les effets secondaires, est-ce que vous aurez rajouté d'autres? Ortho et para. Oui, très juste. L'équilibrage du système nerveux, Ouais. effectivement, parasympathique, orthosympathique, très important. C'est très, très Hypothalamus. Le Hypothalamus, épiphyse. Absolument. Oui, l'axe hypothalamus-hypophysaire avec les surrénales, que maintenant on appelle HHS, donc hypothalamus, hypophyse surrénale, qui avant s'appelait HPA de mémoire. Hypothalamus, pituitaire, et je ne me souviens pas, c'est que c'était le A, désolé. Et effectivement, très très important. Donc, ce sont les points spécifiques qu'on utilise moins, qu'on va voir après dans les différentes cartographies. D'accord? Donc, si on va voir par rapport à la dépression. J'ai juste envie aussi de rajouter l'axe cœur-rein qui est plus en acu, mais que je fais très souvent aussi en auriculo, amener, donc faire les projections de l'axe cœur et rein pour l'épuisement, pour la fatigue, oui. Exact. Et pour l'équilibrage émotionnel également. Et Aussi, tu vas voir, oui. ce sont des points, effectivement, tu as raison, c'est un bon réflexe et en acupuncture et en auriculothérapie. Et tu vas voir qu'effectivement, ce sont des points qui sont évoqués. Au niveau de la dépression, donc on va plus loin dans les symptômes. Donc c'est à nouveau un trouble psychique. Mais là, vous voyez, avant, les émotions sortaient dans les effets secondaires. Là, l'émotion est sorte dans les symptômes. Donc une tristesse permanente, démotivation, donc ça paraît à nouveau. Une apathie, j'ai fait exprès de mettre ces noms-là parce que vous avez, autant dans les formations présentielles qu'à distance, qu'en ligne, vous avez le point pour l'apathie, n'est-ce pas? On va le revoir tout à l'heure. Il y a un ralentissement des gestes. Les gens vont lentement, ils se réveillent lentement, ils se lèvent lentement, ils marchent lentement, ils parlent lentement. Donc, par rapport à ça, j'ai eu cette semaine, la semaine dernière, j'ai eu 3 personnes qui sont venues et quand je leur ai demandé qu'est-ce que je peux faire pour vous, les 3 ils m'ont dit dépression. D'accord. Et tous les 3, ils avaient un débit des paroles bien vivant, donc presque agité. Il y a une qui exprimait carrément sa colère contre les médicaments qu'elle prenait parce que ça, machin. Il y avait une autre qui exprimait une colère contre son mari, une frustration, etc. Et puis il y avait l'autre qui effectivement, pareil, il parlait même en souriant, avec un débit des paroles qui était plutôt rapide. D'accord? Quand c'est comme ça, la personne, elle a un sentiment d'avoir une dépression. Mais c'est un peu comme le stress. Si je vous pose la question, c'est que c'est le stress pour vous, vous allez me dire plein de choses et il y aura des définitions différentes pour le stress. Pour certains, le stress, c'est ce que j'appelle les angoisses. Pour d'autres, c'est une agitation. Pour d'autres, ce sont des tensions dans certains muscles, etc., etc. Des maux de tête, des boules au ventre. Vous voyez, chacun met dans le stress un peu
ce qu'ils pensent que c'est. Et c'est un peu pareil pour la dépression. Donc, dans la dépression, il y a ce côté ralentissement, apathie. Vous dites une chose, la personne, elle ne sait pas se décider. D'accord? Vous essayez de trouver une motivation, c'est très rare, très difficile que la personne ait des projets ou envie de faire quelque chose. Hein? Et du coup, les personnes qui viennent en disant j'ai une dépression, c'est surtout que pour certains, il y a cette tristesse, une sensibilité très importante, ils se mettent à pleurer pour rien. Il y a cette fatigue dont on parlait tout à l'heure pour le burn-out, etc. Mais quand on creuse, les 3 cas, c'était seulement une fatigue parce que le sommeil n'était pas correct. D'accord? Donc, on ne dort pas bien, on devient fatigué, on ne dort pas bien pendant une longue période, c'est une fatigue chronique qui s'installe, et à partir d'un certain moment, paf, on déborde, c'est la goutte qui déborde le verre, et voilà, ça commence, ça part, voilà, c'est le côté sensibilité, pleurs qui apparaît, mais c'est une sensibilité, c'est pas la vraie tristesse. Quand on pose la question pour les émotions, souvent, il y a soit l'anxiété qui arrive en premier ou la colère qui arrive en premier, curieusement. Hein. Et je vous dis, c'est un cas différent, mais avec certains de ces symptômes qu'on est en train d'évoquer. La dépression, purement, voilà, les gens sont à moitié zombies, même sans médicaments. Hein. Et puis, une petite dynamique que je pratique avec ces gens-là, c'est effectivement, je leur propose une mission qui est se faire à manger un plat, leur plat préféré d'enfance. D'accord? Un peu profitant de la projection qu'on peut faire, de quelque chose qu'on savait pertinemment que c'était bon pour nous, qui va nous rappeler des bons moments, etc. Donc l'idée, c'est que les gens aillent au marché choisir les ingrédients. S'ils ne savent pas cuisiner, ce n'est pas grave, mais c'est eux qui choisissent les ingrédients. Ils vont aller les acheter, ils vont les voir, ils vont les toucher, ils vont les sentir, d'accord? Et l'idée, c'est de les sortir de cette apathie, de ces ralentissements, de cette démotivation, d'accord? Et commencer à activer les organes des sens, l'odorat, le tact, le goût. Hein? C'est très important parce que vous voyez, ça va faire travailler les zones de l'encéphale qu'on va voir plus tard. Donc, par rapport à la dépression, il y a des troubles de la pensée, tels que c'est écrit dans le Vidal, concentration, mémoire, indécision. Il y a une baisse de l'estime de soi et impuissance. C'est à ce moment-là que les gens ne trouvent pas d'issue à leurs problèmes. Hein? Si on a les ressources nécessaires à chaque fois, dès qu'on se calme un peu, dès qu'on exprime les émotions qui nous débordent, on est capable de trouver des solutions ou un bout des solutions. Quand on est en dépression, ça n'arrive pas. Et du coup, on pense qu'on est prisonnier d'une situation qui ne va pas changer ou qui ne peut pas être changée. Ce qui est important aussi, c'est que la dépression dépend aussi des facteurs environnementaux. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement biologique. On peut faire la meilleure acupuncture du monde, on peut faire la meilleure auriculothérapie du monde. Si la personne elle souffre d'un harcèlement au travail qui la met en état dépressif, tant que cet harcèlement n'a pas arrêté, on pourra améliorer un petit peu, mais c'est certain que ça va revenir. Donc, quand c'est pour la dépression, il faut voir si au niveau familial, dans les sphères privées, ça se passe bien, ou comment ça se passe plutôt, et comment ça se passe au travail. D'accord? Vous posez des questions, s'il y a une émotion plus importante que d'autres. Un vrai déprimé, il verra peut-être la tristesse, mais il n'aura pas forcément d'autres émotions. Hein? Et puis après, nous, on va pouvoir travailler le côté biologique, mais le côté environnemental, il faudra poser la question aux gens. Est-ce que vous avez pensé faire quelque chose avec ça? Est-ce que vous pensez avoir une issue? D'accord? Et on le met devant le fait que peut-être une solution est possible, mais que tout simplement la personne ne s'est pas assise pour la trouver. D'accord? Dans les effets secondaires possibles, il y a la fatigue, mais une fatigue qui vient sans avoir fait des efforts physiques. Une insomnie, un peu comme dans le burn-out,
troubles de comportement alimentaire à nouveau, en excès ou pas assez, des maux de ventre, mal de dos, maux de tête, à nouveau, des fois dans certains cas, anxiété, irritabilité, isolement et très 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 souvent perte de libido. D'accord? C'est à nouveau, hein, il faudra trouver la bonne manière d'acheminer cette idée-là, mais de la même manière que le fait de manger peut déclencher la stimulation des sens. Et à partir des organes des sens, il y a un déclenchement hormonal qui va se faire. Et effectivement, pouvoir aider les gens avec leur libido, ça pourrait leur aider à se trouver dans une situation dans laquelle, naturellement, ils vont produire les hormones nécessaires pour s'en sortir. D'accord? Donc, pareil, du coup, pour la dépression, j'ai ça. Tac. Pour la dépression, est-ce que vous aurez des idées? Est-ce que vous aurez des réflexes comme ça, sans réfléchir? Des envies de faire des points ou de tester des points ou d'observer des points ou des zones? Ortho, parasympathique. À nouveau, c'est un peu à nouveau les mêmes zones. Hein. C'est juste, OK, on fera... Voilà, c'est la partie qu'on va voir après. Dans les burn-out, on va effectivement regarder ces axes hypothalamus, hypophyse avec les glandes surrénales, d'accord? Et on va voir la régulation du système nerveux, comme vous avez bien dit, sympathique, parasympathique. Avec la dépression, il y a la stimulation émotionnelle qui va prendre une importance primordiale, comme le fait de relancer, je le mets entre guillemets, la vitalité, d'accord? L'envie de bouger, l'envie de sortir, l'envie de faire des choses, ok? C'est un peu contrer le ralentissement. Si vous voulez, la dépression, vous voyez, c'est un manque de yin qui comporte un manque de yang, d'accord? Donc, ou un excès de yin parce qu'il y a ces freinations, etc. Mais on parle de la dépression comme manque de force, d'accord? Manque d'énergie. Et puis l'idée, c'est relancer, voilà, que ce soit par l'oreille ou sur le corps, relancer le côté vitalité. D'accord? Donc voilà les deux grosses lignes pour chacun des syndromes ou des maladies. Du coup, qu'est-ce qu'on va vouloir tester pour l'équilibre du système nerveux? Sympathique, parasympathique, bien évidemment. Et après, quand on réfléchit un petit peu plus, quand on a le temps de réfléchir un petit peu plus, n'est-ce pas? L'équilibre du système nerveux autonome, donc notamment le tronc cérébral, le cervelet et le plexus cervical. Donc, trois zones importantes qui vont contribuer avec les systèmes sympathiques et parasympathiques au bon fonctionnement du système nerveux qui va forcément jouer en parallèle ou de manière combinée avec le système hormonal. Hein. Donc, tronc cérébral, tout le monde sait où le situer, n'est-ce pas? Oui. On va le voir un petit peu plus tard, mais c'est juste pour mes... Voilà, merci. Et on va le voir un petit peu plus tard, au cas où il y a des gens qui sont encore, voilà, qui viennent de nous rencontrer. Et pareil, le cervelet, juste à côté du tronc cérébral, donc la même zone. Super, merci Camille. Le plexus cervical, par contre, peut-être vous aurez une idée. Alors, si je vous dis plexus cervical, Camille de Belfort, non, très bien. Le plexus cervical, est-ce que vous aurez une idée de par où commencer à chercher? Je me dis, je vois cervical, donc je commencerai par les cervicales. Enfin, je ne sais pas. Absolument, exactement. Et après, on vous avait dit, est-ce que vous vous souvenez des métamères? À chaque fois, on parle des métamères. La zone de projection des métamères, vous vous souvenez, c'est laquelle? Donc, vous regardez d'abord au niveau cervical, comme Françoise nous a bien dit. Et après, vous pouvez faire carrément une projection sur la zone des cervicales, mais sur l'ellipse. D'accord? Et vous verrez, même certaines cartographies mettent à cet endroit-là, alors qu'est-ce que j'ai trouvé comme point? Des points des acouphènes. D'accord? Donc,
quelle est la relation entre le point des acouphènes et le plexus cervical? Tout simplement qu'il y a une branche qui va arriver jusqu'à l'oreille, d'accord, le grand auriculaire, et qui peut être, si elle est un peu pincée, piégée, effectivement, elle peut être responsable de certains types d'acouphènes, et notamment les personnes qui ont mauvaise posture parce qu'il y a trop de téléphone, parce qu'il y a trop de macramé, d'accord, les vieilles dames qui sont à la couture, ou les jeunes personnes qui sont au téléphone portable. Je me Ils peuvent lance. développer ce type d'acouphènes du fait que la posture Plexus cervical. de la tête va demander un effort musculaire des muscles du cou très important, et ça peut compresser ou pincer ou provoquer le pincement par des cervicales de ces branches, d'accord, grande auriculaire qui va jusqu'à l'oreille. Donc ça c'est intéressant, et vous voyez, c'est dans la zone de projection des cervicales sur l'hélix. Par contre, dans les cartographies, vous voyez un point des acouphènes. Maintenant, vous savez que c'est seulement certains types d'acouphènes qui ne répondent pas de la zone ORL. Ok? Question? Pardon, il y a deux questions. Vas-y, Françoise d'abord. Donc, j'ai mon point cervical et je fais le prolongement de ce point cervical avec le parasympathique. Donc, je fais parasympathique, cervical, prolongement sur l'hélix. Est-ce que c'est correct comme ça? Ouais, exactement. Exactement. On va le voir plus tard. Hein. Ok. Une image. On va le voir plus tard, mais c'est exactement ça. Ouais. Quand tu donnais l'exemple sur le téléphone, est-ce que du coup on pourrait réfléchir pour travailler du côté au niveau pulsion, admettons? Ça dépend du cas en fait. Si la personne a des problèmes cervicaux parce qu'il a une addiction au téléphone, oui. Ok, merci. Voilà. Après, comme je t'ai dit, comme on avait vu le dernier cours de la formation acupuncture en clinique, je me souviens, on avait parlé du côté musculaire, le développement des pectoraux et comment les muscles du dos doivent compenser. Et c'est ce qu'on appelait le syndrome croisé, n'est-ce pas? Donc, il y a des fois que ce n'est pas le téléphone, c'est la configuration musculaire et qu'il y a la partie des devants qui tire un petit peu trop sur le dos. Le dos n'est pas capable de contraire les tensions créées par les muscles. Et d'autres fois, c'est l'inverse. Hein. D'accord? Donc, effectivement, ça peut être une question de pulsion, mais ça pourrait également être une question de configuration musculaire. Hein? Oui, donc du coup, c'est pas déconnant si on fait pulsion et musculaire. Je te dis, ça dépend du cas. Ça dépend. Oui. C'est la question à la personne. Ouais. D'accord. D'accord. Très bien. Ouais. J'ai une petite question. Est-ce que ça veut dire aussi que si on a une mauvaise posture, par exemple, au bureau, si on est toute la journée derrière l'écran et qu'on est toujours justement avachi avec la tête en avant, est-ce que ça peut provoquer aussi des symptômes dépressifs? Des symptômes dépressifs? Oui, dans le sens où si on n'est pas en forme de base, est-ce qu'une mauvaise posture, ça peut aggraver, on va dire? Et en fait, là, je nomme le plexus cervical pour l'équilibrage du système nerveux autonome. D'accord? Mais ce n'est pas le point principal pour la dépression. D'accord. D'accord? Moi, en fait, si tu veux, j'ai toujours mal, tu sais, au niveau justement du dos, mais le haut du dos au niveau du rhomboïde. Ouais, exactement. C'est tout le temps la première zone qui me fait toujours mal. Donc, je me pose des fois des questions. Est-ce que c'est dû à ma mauvaise posture? Ou est-ce que mon corps, il a lui-même tendance à vouloir s'affaisser un petit peu en avant? Alors, c'est possible. C'est possible parce qu'effectivement, par rapport à la position, les rhomboïdes, c'est dans les syndromes croisés, il y a un axe fort où il y a les fibres supérieures du trapèze et les pectoraux. C'est un axe arrière-devant qui est forte, donc les muscles sont tendus. Et on voit bien que les rhomboïdes, par exemple, ce sont les muscles de l'axe faible qui doivent être des muscles antagonistes pour pouvoir compenser la position. Hein? D'accord. Mais ça peut être, si tu vas à la salle de gym, ça peut être aussi, comme je disais à Julien, ça peut être
parce que tu travailles plus les pectoraux, par exemple, que les muscles du dos. D'accord? Mais oui, la position, puisqu'on passe beaucoup de temps assis dans n'importe quel travail ou une position fixe, elle est vraiment importante. Ça marche, merci. Par rapport à la dépression, je pense un peu moins, mais le fait d'être avachi contre son… Mais ça, c'est plutôt le diaphragme, du coup. Hein. Le fait d'être avachi contre son diaphragme, donc c'est un effet des boules, hein, où ça met les épaules vers l'avant, ça laisse sortir le dos vers l'arrière, d'accord? Et le fait d'avoir ces petites dépositions qui viennent contraindre le diaphragme, donc la respiration se fait plus courte, donc à partir de là, on peut commencer à avoir des symptômes comme de l'angoisse ou de l'anxiété, d'accord? Parce que la respiration ne se fait pas correctement, mais dès qu'on libère la position, le diaphragme fonctionne correctement et les symptômes disparaissent, d'accord? D'accord, ok. Juste vérifier qu'il n'y avait pas d'autres questions. Oui, Camille, oui, tout à fait. Le point diaphragme est le même que le point 0, c'est ça. Et c'est également le point parasympathique. D'accord? Quand Françoise posait la question tout à l'heure, si je fais la projection parasympathique cervicale et je trace une ligne et je fais la projection sur l'hélice, voilà comment vous allez trouver les points de projection. On verra ça tout à l'heure. D'accord? Mais oui, ta question, elle est bonne et ta réponse dans la question, elle est bonne aussi. Parfait. Alors, donc, par rapport au stress chronique, c'est là qu'effectivement, l'axe hypothalamus-hypophyse surrénale, elle est vraiment importante. Et on pourrait aller chercher un petit peu voir ce qui raconte l'épiphyse. Hein. Et vous verrez, l'épiphyse, selon les cartographies, il y a plusieurs points. Donc, je vous donne toutes les zones qu'on a trouvées et comme ça, vous les explorez. Mais vous allez voir que dans notre manière d'expliquer la cartographie, il y a tout qui a du sens. Par rapport à la motivation, la concentration, lobe frontal et, si vous voulez aller plus au détail, préfrontal. Par rapport aux émotions, on fait en révision des points de l'émotionnel. Système nerveux sympathique, parasympathique pour la fatigue physique, bien sûr. Les surrénales, bien sûr. La thyroïde, bien sûr. Et puis, la dépression pourrait être causée pour autre chose, ou le burn-out pourrait être causé par l'autre chose. Donc, on commence toujours, même si c'est un cas a priori compliqué, parce que là, on parle des épiphyses, hypophyses, hypothalamus, etc. D'accord? Là, on commence à parler un peu plus de grec que de chinois. On peut se dire, oh la vache, tout ça, mais je ne maîtrise pas les hormones, je ne maîtrise pas les neurotransmetteurs, mais comment ça se fait? On commence toujours de la même manière. Shenmen, point zéro, les organes. Et dans les organes, surtout le foie et les reins. D'accord? Vous me direz, et pourquoi le foie et les reins? Les reins, vous voyez les surrénales, elles apparaissent un petit peu partout. Et puis le foie, quand vous voyez que certaines hormones vont dépendre de l'activité du foie pour créer la matière première qui va être transformée ailleurs, souvent par les surrénales, à ce moment-là, vous pouvez vous dire effectivement, en tant que fournisseur des matières premières pour certains types d'hormones qui peuvent favoriser le stress ou contrer le fait de pouvoir se calmer, etc. À ce moment-là, oui, le foie, il faudra regarder son état. Hein, et qui dit le foie dit la vésicule biliaire, bien évidemment. Okay. Et bien sûr, important, vous vous souvenez, Astrid avait fait un webinaire qui doit être disponible dans la chaîne YouTube également, sur les bilans, n'est-ce pas? Et il disait, dans sa manière de faire, partez de l'hélice, quand on regarde, commencez par regarder l'hélice, déjà, comme ça, vous ne l'oublierez pas. Dans les cas de burn-out et de dépression, d'autant plus important parce que, comme je vous ai dit, dans la zone de l'hélice qui prend la zone des amygdales 2 et 3 et la partie de l'hélice qui rentre dans les lobes, d'accord, on va trouver des points très importants par rapport à tout ce qui est système nerveux central et certains points du coup de l'émotionnel que vous comprenez dépendent du système nerveux central et seront aussi également situés sur cette hélice.
Le plexus cervical, la projection très importante par rapport à tout ce qui est nerveux des cervicales, c'est sur l'hélix. Les points apex et amygdale 1 sont sur l'hélix, d'accord? Et les organes, on parlait de la libido, les organes génitaux externes sont sur l'hélix, d'accord? Et donc, important à regarder l'état de cette hélix. Et surtout, si jamais il y avait un problème au niveau organique, ou détecter des points pour lesquels quelque chose se passe au niveau organique, vous pouvez doubler avec la projection sur l'hélix. Hein? Ça, tout le monde est au courant, n'est-ce pas? Donc, vous doublez l'effet. Bien. Et y a-t-il des questions jusqu'à là? Est-ce que vous aurez trouvé d'autres axes de travail? Je pense que c'est complet, mais il pourrait y avoir d'autres. Hein. Alors, il y a une question. Oui, moi je voulais savoir quand on a une oreille qui est très très réactive, Ouais. comment est-ce qu'on priorise en fait pour pas piquer toute l'oreille en fait? Ouais, ça c'est important. C'est une bonne question. Et effectivement, on trouve des oreilles comme ça. Et du coup, moi, ce que je fais, c'est que je donne l'importance relative que la personne veut donner à chacun des points. Ça veut dire, il y aura des points qui sont sensibles partout. Alors, s'ils sont sensibles partout sur toutes les personnes que tu vois, il faudra que tu jettes un coup d'œil à ton palpeur parce que peut-être il est très aiguisé. D'accord? Donc là, il y a mon palpeur à moi. Je sais que la pointe, elle est ronde. D'accord? Mais si jamais tu vois que la personne a mal partout, peut-être ton palpeur il est très aiguisé. D'accord? Je me souviens de voir la docteure Nadia Wolf avec un crayon ultra pointu et carrément les gouttes de sang que Julien a évoquées tout à l'heure. Et seulement au test, hein, on est en train de faire les tests et paf, 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 et il y a des gouttes de sang qui commencent à sortir. Et là, on peut se dire, ouais, d'accord, c'est quand même très pointu. Donc là, effectivement, c'est la pression que tu vas exercer, si c'est très pointu, qui fera la différence. Mais si effectivement c'est une personne par-ci, une personne par-là, ce que je fais, c'est je sépare les points 2 par 2 ou 3 par 3. Si c'est Shenmen, par exemple, je fais comparer entre le premier et le deuxième. Hein, les deux possibilités, première et deuxième. Et à ce moment-là, je dis à la personne, bon, lequel est le plus sensible? Et je fais faire à la personne un choix entre plusieurs sensibilités. D'accord? Ok. Et après, si on va faire le tour des organes, peut-être pas 2 par 2, mais par 3. Par exemple, je prends estomac, foie, vessie biliaire. Je dis, parmi ces 3 points, y a-t-il un qui est plus sensible que les autres? Ok. D'accord? D'accord. Et rein, vessie, parmi ceux-là, voilà, gros intestin, intestin grêle, parmi ceux-là, des points des poumons, des points d'œsophage, etc. D'accord? Ok. D'accord. Super. Voilà. Merci. Après, les personnes qui sont très sensibles comme ça, il faut voir, pareil, est-ce qu'il y a une médication? Est-ce qu'il y a, par exemple, certaines personnes sous chimiothérapie qui peuvent être très réactives de l'oreille. De D'accord. l'oreille et du corps en général. Il y a des fois qu'ils viennent juste après la chimio et leur corps, voilà, tout leur système sympathique est à fond. D'accord? Ok. Et là, je vais te donner encore une astuce, c'est que si jamais tu n'as pas beaucoup de temps, tu peux faire les points parasympathiques en premier et tester à nouveau. Ok. D'accord? Le point 0 ou parasympathique. Tu le fais en premier, histoire de calmer, réduire le sympathique. D'accord. Si ce n'est pas suffisant, tu peux doubler avec le sympathique ou orthosympathique. D'accord? D'accord. Ça va calmer un petit peu les révolutions. Et puis tu testes, voir si la personne a moins mal. OK? Ok. D'accord. Super. Ok. Avec plaisir. Merci. Avec plaisir. Et des bonnes questions. Donc, continuez. Si vous avez des questions, continuez à les poser. D'accord? Donc là, c'est la partie un petit peu plus intéressante parce que c'est là qu'on va commencer à voir les oreilles. Et vous voyez un peu comment on schématise la procédure. Hein. D'abord, qu'est-ce qu'on est en train de traiter? On fait des hypothèses.
Ça peut être ça, ça peut être ça. Après, on va tester sur l'oreille, on va faire les bilans de l'oreille. Et à la fin, on fait l'action. Donc, burn-out et dépression, point spécifique. Je vous ai montré ici, je vais faire un zoom un petit peu plus important pour que vous voyez les photos un peu plus grandes. Pour ceux qui n'ont jamais vu, là, c'est une coupe de l'encéphale. D'accord? L'encéphale, c'est le cerveau, mais pas que. Hein? Et vous avez certaines glandes qui ont été nommées, mais peut-être que vous ne les avez jamais vues. Hein? Comme ça, ce n'est pas une chose abstracte. Et dans les cours, comme je vous dis, dans les cours neuro en ligne et dans les cours hormonaux au système endocrine en ligne, vous avez plein d'explications sur chacune des parties de l'encéphale qui sont marquées ici. Hein? Donc, vous avez les troncs cérébrales, vous avez le cervelet à l'arrière, d'accord. En surface, il y a la partie cérébrale proprement dit. Hein? Et voilà, en bleu, vous avez certaines parties. C'est tous ces zones-là qu'on appelle les ganglions de la base. D'accord? Donc, vous avez les gyrus singulaires qu'on utilise dans les protocoles pour l'arrêt tabac. Vous avez les thalamus, la glande pinéale toute petite, vous voyez. L'hippocampe, d'accord? L'hypophyse, l'amygdale. Attention, l'amygdale de l'encéphale. Hein? Pas l'amygdale qui se trouve, les amygdales qui se trouvent au niveau du cou. Hein? L'hypothalamus, d'accord? Et voilà, tout l'ensemble des ganglions de la base. Donc, il y a encore plus de petites zones qui ne sont pas nommées, mais ce sont les zones qu'on va voir à continuation. Hein? Comme ça vous fait une petite image et vous pouvez voir que les différentes zones vont travailler les unes avec les autres. Ce que je vous inviterai à faire également, c'est pour mieux comprendre ce que c'est. On parle de l'axe hypothalamus-hypophyse. D'accord? Vous voyez qu'elles ne sont pas très loin l'une de l'autre. Donc, vous voyez, l'hypothalamus, l'hypophyse, elles ne sont pas très loin l'une de l'autre. Et puis, il y a une qui va créer un signalement, on va dire, électrique, un neurotransmetteur. Et l'autre, il va le transformer en messager chimique, d'accord? Donc, en hormone. Et puis, c'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure de l'épiphyse. L'épiphyse, elle va aider à cette transformation des neurotransmetteurs en déclenchement hormonal postérieur. D'accord? Oups, c'est pas ça que je vais faire. Donc, on va continuer avec les différentes images. Je vais agrandir les... on va faire un zoom pour que ça soit plus grand encore. Voilà. Donc, ce sont des images que vous avez dans la formation. Voilà. Que vous avez dans la formation auriculothérapie et qui sont dans les fameux livres qu'on dit à chaque mois et on dit il est presque fini, on va le sortir. Parce que ce sont les mêmes images. Donc, vous avez un schéma pour les gens qui préfèrent voir le dessin pour le dissocier de l'oreille. Et puis, à gauche, vous avez les mêmes zones dessinées sur le schéma, sur une oreille réelle, qui est divisée en couleurs pour que vous puissiez séparer les différentes zones. D'accord? Donc, vous voyez, la zone jaune, c'est neuro-hormonal. La zone un petit peu fuchsia ici, les scissures intertragiennes, c'est la partie hormonale. La partie orange, un petit peu orangée, c'est l'antitragus. Donc, c'est là qu'on va trouver sur la partie arrière, on va trouver les différentes zones de l'encéphale qu'on a vues. Hein, elles sont dessinées ici. Et puis ici, en fuchsia, sur le lobe, vous voyez, il y a l'hélix en bleu. Donc, l'hélix, elle fait une prolongation sur le lobe. Et sur cette prolongation, on va trouver les zones que Nogier utilisait pour les différents cortex. D'accord? Donc, il y a le cortex préfrontal, frontal. D'accord? Si je vais de la partie du lobe la plus proche du visage, hein, là où on mettrait le front, et si je vais en arrière, donc vers l'hélix proprement dit, on a la partie du lobe préfrontal, frontal, temporel, pariétal, occipital,
tronc cérébral. Donc, ce qui est important à savoir, c'est que là, c'est anatomique. Hein. Je suis en train de vous montrer des zones anatomiques. Si vous tenez en compte, donc c'est une cartographie anatomique, si vous tenez en compte les différentes fonctions des différents cortex, et vous dites, bon, bah, la partie préfrontale, je vais trouver le centre des planifications. Je vais trouver la motivation par la récompense. Je vais trouver voilà, je sais pas, la créativité. D'accord? Bon, après, d'autres cartographies peuvent mettre des points, mais vous verrez, ça va coïncider, des points sur la zone du cortex préfrontal avec les effets. Donc, ce sont des cartographies symptomatiques. Donc, quand on met le point de la joie, bon, voilà, est-ce que le cortex préfrontal, il va être pour quelque chose par rapport à la joie? Bah, j'imagine que oui. D'accord? J'imagine que oui. Donc, si jamais vous voulez, il y a aussi une grande qualification que vous pouvez faire. Donc, le tronc cérébral, ça va être plus par rapport à tout ce qui est réaction. D'accord? C'est la partie réactive du corps. Hein? C'est pour ça que ça va être un point important à travailler et vous le verrez tout à l'heure sur l'antitragus. Pour l'instant, je suis sur la partie du lobe. Le docteur Nogier mettait différentes zones au niveau du lobe sur une cartographie qui était les effets des différentes cortex. D'accord? Donc, au niveau du tronc cérébral, il y avait la réactivité. Au niveau du préfrontal, il mettait les sentiments. Au niveau cortex frontal, il mettait le contrôle. Hein? C'est là où on met l'amygdale numéro 1. D'accord? Donc, sentiment, contrôle. Quand on allait sur le temporel, il mettait les émotions. D'accord? Et puis, il y avait deux autres à l'arrière. Il y avait la réactivité, il y avait je ne me souviens pas, c'était les sensations, oui, effectivement. Au niveau de l'occipital, ça va être, et du pariétal, ça va être les sensations. D'accord? Tout ce qui vient du sensoriel, la vue, l'odorat, etc. D'accord? Voilà, donc préfrontal, vous pourrez mettre une zone sentiment, frontal, là où on met l'amygdale numéro 1, le point amygdale numéro 1, on va voir le contrôle. Donc autant les sentiments que le contrôle, c'est très important pour le burn-out que pour la dépression. Au niveau temporel, il y aura les émotions, donc rien ne vous empêche de continuer à examiner. D'accord? Pariétal occipital, il y aura tout ce qui est sensitive, d'accord? Et tronc cérébral, tout à l'arrière, tout ce qui est réaction. Si on va du côté de l'antitragus, vous voyez, le tronc cérébral, c'est le point fuchsia qui est entre la zone verte où il va y avoir la colonne et la zone orangée de l'antitragus. Hein? Donc, c'est le point fuchsia. Les autres points sont discontinus. Ça veut dire qu'on va les chercher plutôt dans la partie arrière de l'antitragus, la partie cachée de l'antitragus, hein? Pas sur la partie frontale de l'antitragus. D'accord? Des questions par rapport au point de cette image? Tout le monde les connaît? Ouais. Bon, bah c'est bien. Super, bravo. Ouais, super, merci. On commence par le côté facile, n'est-ce pas? On va parler du plexus cervical, on a parlé tout à l'heure. D'accord? Donc, vous voyez, il y a le point 0 qui est, vous voyez les lignes pointillées, et se rejoignent là où il y a les points 0 ou point du diaphragme ou point du parasympathique. Et ensuite, vous voyez, il y a les cervicales. Le plexus cervical, c'est proprement dit, c'est un trait qui couvre les cervicales. En tout cas, les cervicales entre la 5e et on pourrait dire entre la 2e, 3e, 5e, voilà, quelque chose comme ça. Hein? Donc là, le trait, il est un peu exagéré. Il est un peu exagéré. Mais ce qui compte, c'est que vous sachiez que, voilà, vous prenez le cervical, vous faites la projection sur l'hélix, et cette portion de l'hélix, du coup, qui est entre amygdale 2 et amygdale 3, elle va permettre de trouver la zone réflexe également
de tout le plexus cervical. Et notamment, il y a dans certaines cartographies un point du plexus cervical. Un petit peu plus à l'arrière, là où vous avez cervical 3, 4, vous avez les fameux points des acouphènes dont je vous ai parlé tout à l'heure. D'accord? Mais c'est seulement les acouphènes qui sont liés à ces problèmes des cervicales. Hein. Si quelqu'un a un problème ORL, vous vous souvenez, on va voir entre la conque et la partie arrière de l'amphithéragus. Hein. Voilà. Du coup, ce sera une partie à examiner dans les cas de dépression et burn-out. Quelqu'un a une question? Oui, c'est moi. Je voulais savoir, est-ce que tu peux juste rappeler, du coup, c'est quoi le plexus cervical? Enfin, qu'est-ce que tu entends? Quelle est sa fonction exactement? Tu as combien de jours devant toi? Non, mais en quelques mots, voilà, ça agit plutôt quoi? Sur le physique, sur le psychique? C'est quoi exactement? Alors, comme tous les plexus, c'est un tas et nerfs qui sont là. D'accord? C'est un centre neuralgique, c'est un centre nerveux, d'accord? Qui pas neuralgique, hein, c'est un centre nerveux qui va avoir plusieurs branches qui vont soit arriver, soit partir. D'accord? Donc, il y a d'autres plexus qu'on connaît, les plexus solaires, les plexus. J'ai perdu les noms. Bon, X. D'accord? Donc, ce sont des centres où il y a beaucoup de branches, des nerfs qui vont y arriver ou y sortir. D'accord? Et du coup, par rapport au plexus cervical, concrètement, il y a certains nerfs ou certaines branches qui vont aller sur l'oreille. Et notamment quand on parle du côté anatomique de l'oreille, quand on regarde les nerfs, on parle du nerf vague, on parle. D'accord? Et il y a un des nerfs qui viennent rendre possible le côté réflexe de l'oreille, c'est le grand auriculaire, qui est un des nerfs qui part du plexus cervical et qui va aller jusqu'à l'oreille. D'accord? Voilà. Donc, ces plexus nerveux, après, ils vont avoir des fonctions en relation à où vont les nerfs. D'accord? Concrètement, le plexus nerveux, une partie va pouvoir être en contact avec les paires des nerfs intracrâniens. Hein? Du coup, le plexus cervical pourrait être une zone à explorer quand quelqu'un a, je ne sais pas, des crises de trijumeau, par exemple. D'accord? Le trijumeau, c'est un nerf qui va avoir des branches intracrâniennes et des branches qui vont sortir au niveau de la face, et comme le nerf facial d'ailleurs. D'accord? Et du coup, il y a certains nerfs de plexus cervical qui vont arriver à des nexus, à des points de réunion avec d'autres nerfs qui sont à l'intérieur du crâne. D'accord? Et d'autres nerfs du plexus cervical vont aller vers le corps. Donc, c'est pour ça, je te dirais même de continuer les recherches, mais basiquement, voilà, des fonctions, il y a autant qu'il y a des nerfs et qu'il y a des connexions avec d'autres nerfs, il y en a. Mais ce qui est important à savoir, c'est que ces plexus nerveux peuvent subir les conséquences des tensions musculaires au niveau du cou, notamment au niveau de la nuque, des compressions cervicales notamment, d'accord? Ça peut créer des maux de tête, notamment. Ça peut créer des sensibilités au niveau du visage, hein, des sensations de brûlure au niveau du visage, des sensations électriques qui vont vers le visage, certains types de maux de tête également. Okay? Et à la fin, ce qui est bien, ce qui est facile à faire, c'est que quand ça dépend du plexus cervical, on va avoir l'état des cervicales. Si c'est avec l'acupuncture, vous pouvez poser les aiguilles sans manipuler, ou la photobiomodulation sans manipuler. Ça va relâcher les muscles, ça peut réduire les hernies. Et avec l'auriculothérapie, pareil, vous pouvez aller directement sur l'oreille sans avoir à manipuler les cervicales, parce que quand les nerfs sont pincés ou autres, c'est, comme on dit, c'est chaud.
Donc, si c'est chaud, mieux vaut ne pas toucher. Laisser les pros de chez pro de faire ce type de travaux. D'accord? Donc, vous allez tout simplement poser les aiguilles pour relâcher les muscles. D'accord? Et au niveau de l'oreille, c'est fantastique parce que voilà, il n'y a aucun risque avec l'oreille. Il y a un cas que j'ai eu avec des nerfs qui partaient des cervicales notamment. Et curieusement, le fait, sans avoir manipulé bien évidemment, hein, le fait d'avoir fait et l'auriculothérapie et l'acupuncture et que certains symptômes améliorent, mais d'autres s'aggravent plus, m'a permis effectivement de penser que c'était un cas de gravité. Et notamment, on voyait la personne voir son médecin pour que le médecin fasse les preuves pertinentes. Et donc, la personne sortait de mon cabinet avec une lettre où il expliquait pourquoi je pensais que c'était les tests qu'on avait fait, factuels, hein, totalement factuels, les tests qu'on avait fait, les travaux qui avaient été faits, les résultats qu'on aurait dû obtenir et les symptômes qui se présentent. Et que du coup, il y avait quelque chose qu'on ne voyait pas. La personne avait été suivie par des kinés, par des médecins, parce tout au départ, il y avait eu une chute avec des côtes cassées. Et tout le monde, même moi y compris, pensait que ça venait de là. Et quand on a commencé à relâcher les muscles pour que les côtes puissent être placées, etc., et que l'épaule puisse relâcher, etc., on a eu ces déclenchements des coups électriques vers le visage, vers l'épaule, vers les mains, très importants. Et les médecins, quand on a vu la lettre, forcément, il a compris que c'était quelque chose qui méritait la peine d'être regardé au détail. Il l'a envoyé à l'hôpital. À l'hôpital, ils ont regardé, ils l'ont envoyé directement en chirurgie parce qu'il y avait une tumeur qui compressait les plexus cervicales. D'accord? Donc, il y a une tumeur. Ils ont retiré la tumeur et puis la personne va très bien de nos jours. Mais c'était grâce à qui on n'a pas obtenu les résultats qu'on aurait dû obtenir avec l'auriculothérapie et avec l'acupuncture, qu'effectivement, la personne a pu être prise en charge par son médecin. Merci. D'accord? Et finalement, ça termine bien. Hein? Donc, on ne se juge jamais des résultats des séances. Il faut essayer de comprendre si on a fait ci, on devait obtenir ça, pourquoi il y a une autre chose qui apparaît. C'est le travail qui est le nôtre. D'accord? Mais non, en fait, j'avais déjà même oublié. C'est parce que tu demandais tu cherchais un autre plexus. Il y a le plexus solaire, c'était peut-être celui-là que tu cherchais, ou le plexus brachial. Je ne sais plus. C'est parce que tu cherchais d'autres idées de plexus et c'est comme ça que j'avais levé la main. Mais je t'avoue que j'avais oublié. Oui, il y avait les plexus solaires, oui, effectivement. C'est celui que tout le monde a en tête. Mais au niveau de la cage thoracique, il y a encore un autre. Mais je ne me rappelle pas son nom. En fait. Je vois la situation parce que je le teste souvent quand je fais l'acupuncture. D'accord? Mais du coup, j'ai oublié le nom. Bon. C'est pas le thymus, non? Non, le thymus, c'est une glande. Là, on parle d'un amas des nerfs. D'accord? D'accord. Et voilà. du coup, ce serait peut-être amygdale 2, alors le plexus cervical, ou ça n'a rien à voir? Alors, plexus solaire. Alors, si celui-là, au niveau de la cage thoracique, vous l'appelez plexus solaire, il y a du coup un autre neurovégétatif qui est au niveau du ventre. D'accord? Et peut-être que c'est celui-là dont je parle. Donc, il y a un des deux que j'ai oublié le nom. Alors, le plexus cervical, effectivement, tu vas trouver. Alors, Françoise, je le vois mieux dans l'image à gauche. Tu vas trouver la zone de plexus, la zone de projection des cervicales, c'est entre amygdale 2 et amygdale 3. C'était ta question, Margot? Oui. Enfin, savoir si effectivement amygdale 2 c'était juste à côté ou c'était le plexus cervical. Enfin, c'est ce qu'on appelait le plexus cervical. Non, amygdale 2 c'est à côté alors. Alors là, je pense qu'on pinaille un petit peu avec les images, d'accord? Mais je le mis parce que ce qu'il faut regarder, c'est tous les leaks. Si tu vois que cette zone-là, elle est toute rouge, la zone de plexus cervical est toute rouge,
mais que la personne n'a pas mal à la gorge. D'accord? Donc, il n'y a pas le côté immunitaire qui est en cause. Tu peux penser que ça vient d'ailleurs. Du coup, tu vas regarder, ça peut être la projection de quoi? Et tu peux voir que c'est la projection cervicale. Donc, en quadernie, on peut trouver ça. Tu peux voir que c'est la zone de projection de certains organes. D'accord? Donc, on avait parlé amygdale 3. Ça peut être la rate, quand la rate elle est située au niveau de la conque supérieure. D'accord? Pas avec le pancréas et la vessie biliaire. Mais quand la rate elle est située dans la conque supérieure, à côté de l'estomac. Donc, l'amygdale 3, du coup, ça devient un point de projection de la rate également. D'accord? Et l'amygdale 2, ça peut être une zone de poumon, ça peut être une zone de l'œsophage. Voilà. Ça va? T'as répondu? Super. Il y a un plexus lombaire aussi. Et un plexus lombaire, exactement, et sacral, bien évidemment. Il y a plexus sacral également, oui, tout à fait. Merci Théo. Qu'est-ce que je ferais sans toi, Théo? Pour faire une projection, il faut toujours passer par les points zéro. Alors, bonne question. Bah, je profite du coup, je vais répondre à la question. Ça dépend de la forme de l'oreille. D'accord? Et cette forme de l'oreille, cette oreille-là, elle est équilibrée. Donc, effectivement, tu pars du point zéro. D'accord? Il y a certaines oreilles où ces points zéro seraient situés plus haut, là où tu vois la branche inférieure de l'antellix. D'accord? Il y a des fois que le pied de l'hélix est là et que du coup la branche inférieure est encore plus haut. Hein? Tout est déplacé vers le haut. Quand tout est déplacé vers le haut, il y a un point zéro prime qu'on va voir tout à l'heure parce que c'est aussi un point qui va vous permettre, c'est un deuxième point pour l'hypothalamus. D'accord? Donc on va le voir tout à l'heure. Hein? Donc normalement, la plupart des fois, c'est le point zéro qu'on utilise comme point de référence. Pour certaines oreilles, on utilise le point zéro prime que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, voilà nos deux, avec plaisir. Voilà nos deux acteurs principaux par rapport au burn-out, par rapport à la dépression. Vous voyez, l'hypothalamus, il y a des personnes qui travaillent l'hypothalamus sur la partie des devants de l'antitragus. Je pense que je le situais un petit peu bas. Je l'aurais mis plutôt dans la ligne entre l'antitragus et le lobe. D'accord? La ligne qui est entre l'orange et le rouge. D'accord? Je l'aurais situé un petit peu plus haut. Mais c'est surtout qu'on le travaille à l'arrière de l'antitragus. D'accord? On le travaille à l'arrière de l'antitragus. Mais il y a certaines personnes qui le testent carrément. Alors, je vais répondre à la question de Camille après. Il y a des personnes qui le testent sur la zone de l'antitragus qu'on voit. Donc, c'est là où on met le crâne, d'accord, les os du crâne. Et du coup, ça serait le point principal à tester, ça serait là où on met la zone de l'os temporal. D'accord? Si vous faites un triangle, il y a le front qui est devant, il y a l'occiput qui est à l'arrière, dans la zone orange. D'accord? Et en haut, il y a le sommet du crâne, n'est-ce pas? Donc, vous prenez la base entre le front et l'arrière du crâne dans la partie occipitale. Et au milieu, vous allez trouver la zone temporale. Donc, il y a des gens qui testent la zone de l'hypothalamus sur le devant de l'antitragus. Et d'autres personnes qui testent, comme la docteure Nadia Wolf. Alors, le docteur Nogier testait devant. La docteure Nadia Wolf teste à l'arrière. D'accord? Et moi, je teste des deux côtés et je vois. Je ne suis pas sectaire. Et c'est pareil pour l'hypophyse. Vous voyez, c'est toute une zone qui va entre deux des points des gonades que vous voyez dans la formation présentielle. Voilà, donc il faut tester, il faut vérifier s'il y a des points sensibles dans la zone de l'hypophyse et à l'arrière de l'antitragus ou devant, à la limite entre l'antitragus et le lobe. Vous regardez s'il y a des points sensibles qui pourraient faire réagir l'hypothalamus. Vous voyez, ce sont deux points très importants, mais c'est très rapidement expliqué. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette zone-là? Ah oui, il y avait une question.
Est-ce que ça correspond à la zone ORL? Non, la zone ORL, elle est encore plus basse. D'accord? La zone ORL va être encore plus basse. C'est la limite entre la conque et l'antitragus. Là, on est sur la zone où vous allez tester les ganglions de la base. D'accord? C'est pour ça que je vous dis, je pense que ce cercle-là, on peut le déplacer un petit peu vers le haut. Et d'ailleurs, je vais voir si on peut peut-être corriger ça. D'accord? Donc, vous le placez un petit peu plus haut et vous êtes juste. En tout cas, vous suivez la ligne front-occiput et dans la partie où vous mettez la zone temporale, là, vous pouvez le tester à l'avant. Vous prenez la même zone de l'autre côté de l'antitragus et vous êtes sur la deuxième zone réflexe. D'accord? S'il y a d'autres questions par rapport à l'hypothalamus et l'hypophyse, vous me faites savoir. Voilà, voilà. On continue. Par rapport au stress, avant de parler grec, par rapport au stress, il y a des points que vous connaissez comme le point Shenmen qui n'apparaît pas dans cette image-là. Il y a le point 0, forcément. Parasympathique, ça va venir calmer. L'orthosympathique, ça va venir calmer. Donc, si jamais il y a des gens qui sont encore très nouveaux, et voilà où se sont situés le point 0 et l'orthosympathique. Et ce sont les points principaux pour l'équilibre du système nerveux. Et notamment, vous allez voir s'il y a des vaisseaux rouges qui viennent côté orthosympathique dans des cas d'agitation, d'accord? Et puis, dans les cas des burn-out, si la personne est irritable également, vous pouvez voir s'il y a des zones rouges ou des vaisseaux rouges sur le côté orthosympathique. Autrement, on teste bien évidemment le point 0 ou point du système nerveux parasympathique. D'accord? Ensuite, Julien, je me rappelle de ta question tout au départ. Vous voyez, il y a le point de l'estomac qui est appelé le point de l'agitation. Et quand on fait l'acupuncture, on sait que des points pour calmer l'agitation sont sur le méridien également de l'estomac. Hein? Que ce soit l'agitation mentale ou physique. D'accord? L'hypothalamus, il revient de nouveau. Et après, il y a un point maître sensoriel qui est le point des yeux, tout simplement. Okay? Et le fameux point 0'. D'accord? Je pense que tout à l'heure, il y aura une image. Ah, d'ailleurs, il y a une image que je n'ai pas trouvée. Ah, voilà. Je vais revenir sur cette image-là. Je vais revenir tout à l'heure sur l'image par rapport à tout ce qui est plus stress. D'accord? Mais avant, on avait vu avant hypothalamus hypophyse. Là, je voulais vous montrer un petit peu plus en détail tous ces différents points qu'on utilise pour trouver l'épiphyse, que comme je vous dis, ça vient aider l'hypothalamus qui envoie des neurotransmetteurs à la conversion en messager chimique, donc transformation hormonale. D'accord? Donc le point 1 de l'épiphyse, c'est celui que je prends en premier parce que c'est la zone hormonale, endocrine. D'accord? Il y a un point 2, comme vous voyez, c'est le point 0'. Hein? Le point 0', vous faites un triangle, vous voyez, vous avez les tragus, il y a les deux bosses, vous faites un triangle et vous allez trouver les surrénales en bas. En haut, il y avait un point qu'on appelait le point du nez, vous vous souvenez, mais on ne sait pas pourquoi le nez, c'est peut-être l'odorat. Et puis, l'autre pointe du triangle, c'est le point 0'. Et ces points 0', ici c'est marqué épiphyse 2. Sur d'autres cartographies, c'est marqué point de l'hypothalamus. Sincèrement, je préfère le marquer épiphyse 2 parce que c'est effectivement, il vient aider l'hypothalamus dans son travail, ça me va bien. Alors que l'hypothalamus, il est, voilà, cette zone-là qui était marquée avant dans l'image, sincèrement, pour l'avoir utilisé, par exemple, pour le sommeil, c'est très important. Pour le sommeil, il faut chercher l'hypothalamus et l'épiphyse. L'épiphyse, je ne me trompe pas. Ouais. D'accord?
est très important pour le sommeil. Hein. Et c'est très rare, si jamais ça ne donne pas les résultats, effectivement, je viens voir ces points épiphyse numéro 2 que vous voyez, voilà, que vous voyez dans cette image-là, parce que effectivement, c'est un point apparemment qui produit des effets, des transformations de ces signaux neurotransmetteurs en signaux hormonaux. Okay. L'épiphyse 3, c'est le point 0. Et l'épiphyse 4, ce sont les reins. Et vous dites, d'accord, les reins, les surrénales. Bon, vous verrez que par rapport au stress, un des points qui sont donnés pour le stress, c'est aussi le point des reins. D'accord? Donc, différentes cartographies nomment ces 4 points comme point de l'épiphyse. D'accord? Moi, ce que je fais, c'est que je le teste les uns après les autres, tout simplement. Et je regarde. De toute façon, le point 0, ça passe à chaque fois. Et les reins, quand je fais le tour des organes, ça passe à chaque fois. Et puis, quand c'est quelque chose de neuro-hormonal, forcément, je teste la zone hormonale. Donc, ça y va aussi. Alors, il y avait une question? Oui, c'est moi, c'est Florence. Je voulais juste savoir, épiphyse 1, est-ce que c'est le même point que hypophyse que tu as montré juste avant? Alors, c'est l'extrémité. Je vais montrer la photo d'avant. Comme ça, vous voyez les 3. On va approcher les images. C'est magnifique, la technique. Bien. Vous avez effectivement l'hypophyse comme une zone. Vous voyez, il n'y a pas forcément un point. C'est juste une zone. Hein? Dans la formation... oui, merci Camille, effectivement. J'avais douté un peu comme... oui, évidemment. C'est pour ça que je pensais à l'épiphyse pour le sommeil, parce qu'effectivement, c'est à l'épiphyse qu'on vient sécréter la mélatonine, n'est-ce pas? Et voilà. Mais s'il n'y a pas l'intervention de l'hypothalamus, ça ne se fera pas. D'accord? Donc, il faut regarder l'épiphyse, mais il ne faut pas oublier l'hypothalamus pour le sommeil. D'accord? Et l'hypophyse, pour continuer avec Florence, c'est toute une zone. Et alors que l'épiphyse est donnée comme un seul point. D'accord? Et puis vous voyez, dans d'autres cartographies, il y avait 2 points des gonades. Il y avait 4 points des gonades, n'est-ce pas? C'est là où vous mettriez 2 des points des gonades. Vous voyez, c'est une zone. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous montrais l'image de l'encéphale, la coupe de l'encéphale, pour que vous voyez que c'est une zone où tout est proche, tout est petit. D'accord? Voilà. Donc, épiphyse, je me disais bien que j'avais oublié une image. C'est fait. Donc, le point 0', c'est un des points d'épiphyse qui est nommé pour d'autres cartographies point de l'hypothalamus. D'accord? Donc, quand je vous dis qui a raison, on s'en fout tant qu'on a les faits. Hein? C'est pas une histoire d'avoir raison entre 2 cartographies et devenir
des prêtres ou prêtresses de telle école ou telle autre école. Hein. L'idée, c'est comprendre qu'on est en train de travailler la zone neuro-hormonale et que ces points-là peuvent déclencher tel type ou tel autre type des effets. Hein. Et je vous ai dit, il y a des fois que les jambes, et notamment les genoux, sont au milieu de la zone génitale. Et on sait aujourd'hui qu'il y a une relation forte entre le développement hormonal, notamment dans la jeunesse, quand on commence à avoir les règles et à la ménopause. On peut avoir des réactions hormonales qui vont provoquer des douleurs tendineuses, ligamentaires au niveau des genoux. D'accord? Donc, quand tu appuies là, ça calme les genoux. Bah, tu peux imaginer que c'est un point du genou. Hein? Après, tu peux dire aussi que c'est la zone génitale. Et après, tu peux te dire, bon, je comprends que la zone génitale peut avoir un effet sur les douleurs au niveau des genoux. Mais si jamais tu te dis, bah, comment j'obtiens un résultat sur les genoux, bah, là, le genou est milieu. Bah, si tu sais où est ta hanche, ou ton bassin et où est ton genou, bah, tu fais la projection et tu vas arriver jusqu'à ta cheville. D'accord? Donc, vous voyez, il y a des fois que ça tient juste à ça. On a fait un test. Tiens, c'est l'effet que j'aurais provoqué s'il y avait stimulé l'hypothalamus. Et quelqu'un d'autre dit, ce qui est intéressant dans cette image-là, c'était également de voir que les points de l'agitation, c'était le point de l'estomac. Donc, si il a dit, on a pour le sommeil, on a également, qui en premier fait, on a appuyé, c'est bon pour le sommeil, c'était voilà les points de l'hypothalamus. Quelqu'un d'autre dira, bah non, la mélatonine, c'est le petit, on a calmer l'agitation avec des points qui sont sur les méridiens de l'estomac. Bah, voilà, et notamment agitation mentale qui vont jusqu'à la folie. Avec les mêmes points, avec différents noms. Bien, ACTH. Voilà, ACTH. Ok, gros mot de cette image-là. Il y a point maîtrise sensoriel. Pourquoi je vous dis gros nom, gros mot, non, gros acronyme. C'est les points des yeux, tout simplement. Ce sont des points qui vont être utilisés pour calmer le stress, stimuler le nerf vague. Ils ont été nommés, pareil que pour les petits. Ils ont été nommés ACTH 1, 2, 3 pour réveiller les chiens, d'accord, après les anesthésies. Et vous voyez, il y a le ACTH 3 qui est le globe oculaire vers le fond de l'orbite pour avoir cette stimulation de nerf vague. Il y a le ACTH 2 qui est les surrénales. Et dans les shiatsu, on utilise la technique ACTH1 qui est la zone de projection des reins jusqu'à la fin de l'orbite. Pour créer un effet région de stimulation du nerf vague, donc la zone détoxique. Donc, et vous avez également la projection sur les tensions, rythme cardiaque. Voilà, c'est juste une projection des reins. Donc on a une projection des reins, une projection le point surrénal et le point du tronc cérébral des nogiers, qui est un petit peu avant le point des amygdales 2. D'accord? Donc ça répond au tronc cérébral. Parfait. Des questions par rapport à ces points-là? Donc, ce sont des points, je vous le montre, ça peut aider. D'accord? Mais si jamais vous avez fait Shenmen, parasympathique, vous avez déjà beaucoup gagné par rapport au stress, c'est au cas où vous voulez aller plus loin ou que ça ne donne pas de résultats, bah à ce moment-là, vous venez voir ces fameux points ACTH. Et pour finir, on va voir toute la zone, tous les petits points un petit peu émotionnels. Vous savez, pour les points émotionnels, il y a la relation des organes, donc la tristesse avec les poumons, l'anxiété avec l'estomac, l'angoisse avec la rate, la joie avec le cœur, la peur avec les reins. D'accord? Donc, il y a une relation, mais quand on fait les tours des organes déjà, on va voir s'il y a des organes qui sont pour ou pas. Hein? S'ils sont pour la création de symptômes ou pas. Après, c'est un petit peu le piège au niveau de l'acupuncture. C'est un petit peu le piège de se dire, ah, la personne est triste, donc je vais stimuler le cœur pour stimuler la joie. Vous voyez, c'est un peu le piège. Parce qu'il se peut que la personne est triste parce que le problème est au niveau des poumons. D'accord? Mais si le problème est au niveau des poumons, peut-être c'est l'élément précédent qu'il faut aller regarder. Donc, la rate. D'accord? Donc, vous voulez créer la joie, vous stimulez le cœur, c'est très bien, mais tant que vous n'avez pas libéré l'énergie qui est bloquée dans l'élément terre,
peut-être la joie ne va pas venir. D'accord? Donc, quelque chose que je ne vous conseille pas, mais si vous n'avez pas d'autre option, bah, vous le faites quand même, c'est dire, bon, il y a un point de la joie, bah, je vais faire le point de la joie. D'accord? Au contraire, faites un bilan complet, essayez de comprendre quelle est la zone qui est touchée, et regardez plutôt la cartographie anatomique pour comprendre si vous êtes sur le cortex frontal, préfrontal, tronc cérébral, etc. Projection de plexus cervical, etc. D'accord? Plutôt qu'aller point de la joie, point de machin, point de la tristesse, point de l'angoisse. Hein? C'est une meilleure manière de le faire. L'anxiété, pareil, on l'a montré quand on fait le protocole arrêt tabac. Peur, angoisse, des fois on les trouve en ligne comme ça, des fois on les trouve en triangle. Hein? Et du coup, le point de l'angoisse est un petit peu plus vers l'intérieur, un petit peu à l'arrière de l'anxiété. Les points de la joie ou de la nervosité, vous voyez, ça correspond à amygdale numéro 1. D'accord? Les 3 premiers points, agressivité, anxiété, peur, angoisse. Agressivité, c'est là où on mettrait les points gyrosingulaires. D'accord? Anxiété et angoisse, ou peur, mais quand on dit peur, c'est la peur de ne pas arriver, pas la peur viscérale. Hein? On ne parle pas de peur viscérale, hein? C'est la peur de faire ci, la peur de faire ça. Voilà. Quelqu'un qui a peur des araignées, c'est pas là qu'on va chercher les points de la peur. Hein? D'accord? Donc, j'ai peur de l'examen. Voilà. Là, vous pouvez y aller. Donc, le point de la joie, c'est la zone du cortex frontal par rapport à l'anxiété et peur, angoisse qui est préfrontale. La partie du deuil, c'est à l'arrière, c'est là où on mettrait le tronc cérébral. D'accord? La partie joie 3, vous voyez, des points de la joie, il y a plusieurs. Hein. C'est le point amygdale 2 et il y a un point de la tristesse ou de la neuroasthénie, donc l'apathie. D'accord? On n'a pas de force, on n'a pas d'envie, on n'a pas de motivation. Qui est au niveau de l'amygdale, du point amygdale 3. Hein? Le point des angoisses, et ça coïncide avec le point du diaphragme, là vous voyez pourquoi. C'est facile à comprendre. Et les points de la joie, numéro 2, l'apex. Hein? Et vous vous souvenez, le point amygdale 1 et le point apex tout en haut, ça crée une combinaison qui est, voilà, Françoise nous a parlé tout à l'heure, et moi je la fais également très souvent parce que… Cœur-rein. Pardon? Je dis oui, c'est le lien cœur-rein. Exactement, c'est la projection du cœur pour l'amygdale numéro 1, c'est la projection des reins pour le point de l'apex. Donc on est sur l'axe qu'on appelle Shaolin ou l'axe cœur-rein. Donc la confiance en soi, la joie, la peur, la gestion de la peur, mais aussi la matière première pour que les surrénales fassent leur activité. Donc vous voyez, ce sont des points top. Ce sont des points top. Parfait. Et puis, je pense que c'est la dernière des images. Y a-t-il des questions par rapport à cette dernière image? C'est bon? Voilà. Ce sont des points intéressants, mais comme je vous dis, je vais répondre, je t'écoute après pour la question. Ce sont des points intéressants, mais comme je vous dis, faites d'abord un vrai bilan, testez d'abord toute la zone neuro-hormonale pour voir l'hypothalamus, l'hypophyse, l'épiphyse, etc. D'accord? Et tout à la fin, venez faire les points, on va dire, symptomatiques pour les émotions. Alors, il y a une question. Quelqu'un a levé la main? Oui, c'est moi. Bonjour. Dis-moi, Camille. Oui, Camille. Très bien. Dis-moi. J'avais juste une question ou peut-être une réflexion, mais il y a tellement de points qui se superposent ou qui sont très près l'un de l'autre qu'au final, on ne sait jamais à 100% sur lequel on travaille. Et après, ce que c'est important, c'est de connaître la zone. Oui. Et dans la zone, aller tester. Tu fais d'abord le bilan visuel. Est-ce que c'est rouge, est-ce que c'est blanc, est-ce qu'il y a un vaisseau, etc. Et après, tu vas tester est-ce que c'est sensible ou pas sensible. Oui, c'est ça.
Mais de savoir, si je dis, OK, je suis sur l'amygdale 2, par exemple, il y a un autre point qui superpose. Tu as parlé d'un autre point qui est le même que l'amygdale 2. Donc, au final, on ne sait pas trop ce qu'on travaille. Ah, C'est plutôt ça. Il y a parfois des points qui se superposent. oui. Il y a des points qui sont très près l'un de l'autre. Et tout à l'heure, quand je parlais de tronc cérébral, n'est-ce pas, c'est ça, hein? Je crois que c'était des points qui étaient sur... où tu disais aussi l'ACTH, il était sur le point de l'amygdale 2, je crois. L'ACTH 3. Ah, la CTH3, ouais. La CTH3, effectivement, c'est plutôt le point qu'on avait vu tout au départ du tronc cérébral. Attends 2 secondes. Voilà. Tu vois dans cette image-là, Oui. dans les différents cortex, Mhm. donc, tu vois la zone tronc cérébral, c'est juste avant le point amygdale 2. Oui, c'est ça. Mais donc, c'est tellement proche que je ne sais pas à 100% dire est-ce que je suis Exactement. là-dessus. Exactement. Mais ça vient petit à petit. Ça vient, hein. Mhm. OK. D'accord. Et après, effectivement, il ne faut pas se casser la tête, mais il y a plein de gens hyper superposés, etc. Non, on ne se casse pas la tête. Après, on s'est dit, d'accord, qu'est-ce que je veux stimuler? Je veux stimuler un tel organe. OK. Sur l'organe lui-même, ce n'est pas sensible. Bon, zone de projection, tu vois, deuxième réflexe, zone de projection. Mhm. Et dans la zone de projection, est-ce que c'est rouge? Est-ce que c'est blanc? Est-ce qu'il y a un vaisseau, etc. D'accord. Donc, OK. on va fonctionner plutôt comme regarder ça. le point de la vessie. Oui. D'accord. Imaginons, Et du coup, tout est normal. pas sensible. Pareil, il y a des Ok. fois que je vais sur le point amygdale 1, là où il y a les Mixion fréquentes. fréquente. Bah, après, tu peux te Mhm. dire, d'accord, qu'est-ce qu'il pourrait d'autre dans le tout simplement comme point amygdale 1 parce que c'est la projection du Provoquer cœur. des mixtions fréquentes. D'autres fois parce que c'est tu vas faire c'est le cortex frontal. Contour des Wikipédia. Oui, du c'est ce qui fait langage, lien avec etc. la Et tu vas te problématique. dire, ah bah tiens, il y a une hormone. Exactement. Et du Ouais. coup, il y a la vasopressine. Ce que j'aime Je vais beaucoup, m'intéresser. La ça veut dire- vasopressine, elle est créée où? Notre travail, quelle c'est autre hormone est antagoniste. donc l'oreille, si la donc personne est c'est stressée, le corps physique. on va créer une hormone Qui va stimuler une partie empêcher du de faire le cerveau. travail correctement C'est de à la nouveau dans le vasopressine, physique. elle ne va pas libérer. Voilà, elle ne va pas être libérée. Pour Quelles sont les provoquer, en glandes effet, qui vont au niveau du corps participer et, à on est ton encore, corps et du coup, tu vas te dans les dire physiques. Donc, la manière de voir fréquence l'auriculothérapie urinaire, est simple, c'est que ça peut venir avec de la l'oreille, zone ne neuro-hormonale. peut pointer Donc, tu vas et la faire zone la réflexe recherche d'une partie du sur corps le point de la zone qui neuro-hormonale. va réaliser Tu vois, il y a une chaque fonction. fois, Oui. on revient sur quelle est la D'accord. partie du Oui. corps qui gère ça. Donc, Et comment je quand trouve je ces me parties dis, du bon, corps sur l'oreille. il y a, Mhm. on parle souvent ça des- simplifie énormément les des problèmes Mhm. d'émission fréquente. Énormément. Le problème d'émission D'accord. fréquente. D'accord. Première idée qui me vient à la tête. Parce que c'est bon, plus bah, je vais facile aller chercher d'essayer de trouver la côté tête, vessie. et Déjà, la pour voir, colonne. on va voir le système urinaire. Si n'est-ce tu pas veux les projections de Mhm. la colonne sur Donc, les on va c'est plus facile regarder de faire ça les que se reins. souvenir Donc, le point des s'il y reins. avait un point de la joie, s'il y avait un point de la neurasthénie. C'est quoi Mhm. la neurasthénie? ACTH, HTC, c'était comment? D'accord? Ça va, Donc, merci. voilà, donc ça, c'est manière d'apprendre que nous utilisons, de se dire, bon, faites l'hypothèse, essayez de localiser la partie du corps qui fait ci, qui fait ça. Si c'est pas bon, bah, il faut continuer à faire des recherches, hein, c'est comme ça qu'on progresse. Hein. D'accord? Ça simplifie énormément les choses. Et du coup, c'est pour ça, à chaque fois, je vois des noms bizarres, ACTH. D'accord, ACTH, c'est quoi finalement? Bah, on a à nouveau le tronc cérébral, ça me va. On a à nouveau les surrénales pour le stress, ça me va.
On a un point qui, on dirait, c'est la projection des reins, ça me va. D'accord? Il y a un point alternatif sur l'hélix. Je comprends pourquoi, mais à la fin, on est sur quoi? Sur des parties du corps qui aident à gérer le stress. D'accord? Voilà. Bon, pour une fois, je n'ai pas dépassé encore les 2 heures et on est très loin des 3 heures. Donc, si vous voulez, je peux inventer des choses pour parler encore pendant 1 heure, mais s'il n'y a pas de questions, si ça vous a plu, on peut rester là. Il y avait une annonce à faire à la fin. D'accord? Donc, il n'y a pas de questions? Il n'y a pas de questions. C'est bien. C'est bien. Je vous ai endormi. Non, parce que je vois les pouces. Ça va. Merci beaucoup. Merci pour les pouces. Alors, il y avait une annonce. Je vais le faire tout petit. Tac. Ça ira plus vite. Donc, tout au départ du webinaire, je vous dis, je le laisse pour la fin. Comme ça, je ne perds pas la dynamique. Il y avait une annonce avant de commencer. Bon, ça sera tout à la fin. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas. Il y a un événement qu'on va faire en juillet. C'est la première semaine des vacances scolaires, au moins ici en France. Et il va y avoir différents ateliers. Il va y avoir des ateliers acupuncture. Il va y avoir des ateliers acupuncture allographique. Donc, on va voir l'acupuncture abdominale, l'acupuncture tongue, la crânioacupuncture. Il va y avoir des ateliers auriculothérapie, niveau débutant et niveau avancé. D'accord? Pour qu'il y ait 2 rythmes. Et si on a besoin de voir les bases à fond, on verra les bases à fond. D'accord? Et si on a besoin d'aller plus rapidement, les gens avancés pourront aller plus rapidement. D'accord? Et il y a un dernier atelier qui est taping, l'utilisation de taping. Donc, chaque atelier est réservé à 10 personnes maximum. Pour l'auriculothérapie, il y a 2 ateliers, un débutant et un autre avancé. Les programmes est à la carte. Ça veut dire on va appeler une par une les 10 personnes et voilà, où est-ce que tu as des difficultés, qu'est-ce que tu veux mettre dedans, tu veux plus de pratique, tu veux plus de théorie, et à la fin, on va faire en sorte, c'est prévu que ce soit intensif des pratiques, d'accord? Mais si jamais tout le monde dit, je veux revoir les bases, ok, on revoit les bases. Imaginons auriculothérapie niveau débutant. Peut-être il faut revoir la cartographie rapidement. Si c'est ce qui est demandé, c'est ce qu'on fera. D'accord? Au niveau avancé, ce qu'ils préfèrent, c'est 4 jours de clinique. On fait 4 jours de clinique. D'accord? Et on sera, on sera super adaptatif de notre côté pour que chaque personne puisse se dire à la fin, ok, j'ai passé un niveau. D'accord? Et puis, pour le code de réduction, il y a déjà une possibilité de s'inscrire. Donc, code de réduction, c'est SUMMER20. Vous écrivez ça et vous aurez 20% sur le paiement en une seule fois. Le paiement peut être fait également en 4 fois. D'accord? Il peut être fait en 4 fois. Et il y a une question avant que je continue à parler. Oui, ça ne remplace pas le séminaire de juin, José? Non, ça ne remplace pas le séminaire de juin. Donc, les élèves de la formation acupuncture, vous avez votre séminaire. Ce qu'on voulait, c'était un peu vous garder, vous, quand on a vu par le passé, on accepte tout le monde. Hein. Donc, tout le monde est le bienvenu, ça vous le savez. Et on prend grand plaisir à accueillir des gens d'autres écoles, etc. Mais il y avait un moment donné où on avait des gens qui venaient de l'acupuncture. Il y avait des gens qui venaient de l'auriculothérapie. Il y avait des gens qui venaient d'autres écoles, etc. Et il y a eu des fois où on n'a pas su, nous, de notre côté, bien équilibrer la chose. Donc, on a dit, OK, séminaire intensif pour la formation acupuncture pour les élèves d'acupuncture. Comme ça, voilà, vous serez à votre rythme, etc. Vous le savez, il y aura toujours, ça sera comme d'habitude, d'accord? Il y aura des conférences, il y aura révision de la théorie, il y aura révision de la pratique, il y aura des cliniques, d'accord? Mais du coup, on va créer
pour la pratique intensive. Donc, ça sort du cadre, parce qu'on aime bien dans les séminaires intensifs de la formation acupuncture, pouvoir faire un rappel, n'est-ce pas? Un rappel de la théorie, c'est toujours intéressant. Ça permet d'attacher des concepts, etc. Et du coup, on s'est dit, les gens de l'auriculothérapie, ils vont pas, de l'auriculothérapie, oui, ils vont pas profiter de ces côtés théorie de l'acupuncture, ou s'il y a une conférence, peut-être c'est pas trop. Et à la fin, ce qu'ils veulent, c'est la pratique. Donc, comme c'est des choses, merci Mélanie. Comme c'est quelque chose qui a été demandé, on s'est dit, on va créer un summer camp. On l'appelait comme ça parce que c'est en été. Et puis, voilà, ultra exclusif pour que la qualité soit, la qualité de suivi de chacun soit la plus importante possible, hein, la plus forte qualité possible. D'accord? Et pouvoir faire notamment un programme à la carte. Quand on commence à passer 10 personnes, le programme à la carte, on peut l'oublier parce qu'il y aura tellement de choses qu'on ne pourra pas tout voir. D'accord? Voilà. Et on va vous poser une question parce qu'on avait imaginé faire le Summer Camp à Paris parce que c'était un petit peu central par rapport à tout le monde. Donc on passera par le réseau de l'auriculothérapie et de l'acupuncture, etc. Et on posera la question. On avait pensé le faire à Paris parce que ça peut être central, ça peut être pratique, mais c'est qu'on perd un petit peu par rapport au Summer Camp, puisque c'est la première semaine des vacances, c'est le côté vacances. Donc on s'était dit, si on le faisait par exemple à la montagne, est-ce que les gens seraient prêts à se déplacer jusqu'aux Pyrénées? Ou on vous posera la question, parce qu'on est toujours à temps de la faire, mais a priori c'est prévu à Paris. On va essayer, si les personnes qui sont intéressées préfèrent qu'on leur fasse un endroit où ils peuvent venir avec la famille s'éclate pendant qu'eux ils progressent en auriculo, en acupuncture, etc. Ça sera bon pour tout le monde. D'accord? Voilà. Ça vous a plu? Super. Excellent. Si vous avez des questions qui vous viennent à la tête, si vous avez des cas à partager, vous n'hésitez pas, vous passez par les réseaux de l'auriculothérapie. Vous pouvez mettre les photos. Merci Véronique. Vous pouvez mettre des photos, vous pouvez poser des questions, essayer de répondre, mais tout le monde peut répondre, tout le monde peut participer à ces cas-là. C'est gratuit. C'est par les biais de la plateforme de formation à distance. Donc, si quelqu'un est arrivé, ça va passer par là. Et puis, voilà, on se voit la semaine prochaine pour le prochain webinaire acupuncture. Donc, nous, on va être en déplacement, donc on ne sait pas trop bien comment ça va se passer. Mais voilà. Moi, de mon côté, c'était un plaisir aussi de parler avec vous, de répondre à vos questions. C'était des questions intéressantes. Et je vous dis à une prochaine fois. On va essayer de monter le webinaire, mais on ne peut pas donner des dates parce qu'en ce moment, on est à fond avec deux projets. Donc, bien évidemment, les formations en ligne, il faut sortir l'acupuncture abdominale très vite. Et puis également, on est en train de faire toute la documentation des appareils RedPoint des photobiomodulations. D'accord? Donc, ça nous prend énormément de temps parce que notamment, il y a tous les points d'acupuncture à situer, à expliquer, etc. C'est presque fini. D'accord? Donc, ça veut dire que les appareils des photobiomodulations pourront être bientôt disponibles. Il y aura en février, et du coup, ce sont les formations qu'on va sortir après. C'est acupuncture tongue, cranioacupuncture. Donc, vous aurez tous les vidéos sont là parce qu'on fait la formation et des fois, on ne prend pas des notes et du coup, on oublie, on ne pratique pas et après, c'est fini. Donc, on va faire en sorte que tout le monde puisse revenir. D'accord? Et du coup, ça sera disponible, j'imagine que pour acupuncture tongue et cranioacupuncture entre fin février et mars. Précommande de la formation de taping en ligne également. Voilà les news. Merci beaucoup, Rosé. Bonne soirée. Merci à tous. Merci Rosé. Bonne et soirée. Voilà.